Bonsoir à tous, bienvenue sur France 24. Si vous nous rejoignez, c'est l'heure du journal de l'Afrique. On commence avec les titres de cette édition. 40 morts et près de 20 blessés, c'est le bilan de l'attaque perpétrée aujourd'hui par les FSR dans un camp de déplacés du Darfour Nord. En plus de la guerre civile, les Soudanais doivent aussi faire face à une nouvelle épidémie de choléra. On évoquera ces débordements hier en championnat d'Afrique des Nations. Cela s'est passé en marge du match qui opposait le Kenya au Maroc. Des supporters kenyans sont entrés illégalement dans le stade. Cela pourrait donner lieu à des mesures contre la Fédération kenyane de football. Et puis à 24 heures du Magal de Touba, les fidèles mourides se préparent. Une 131e édition qui devrait accueillir des millions de personnes. Vous découvrirez en fin de journal notre reportage à Dakar sur le style vestimentaire mouride avec comme pièce emblématique le bailahad. On ouvre ce journal avec cette attaque perpétrée par les paramilitaires des forces de soutien rapide au Soudan. 40 civils ont été tués dans un camp de déplacés du Darfour Nord, celui d'Abou Chouk. On compte au moins 19 blessés. Les FSR contrôlent quasiment tout le Darfour. Ils progressent vers El Fasher, la dernière ville tenue par l'armée soudanaise. Et dans ce contexte de guerre civile, le Soudan est également touché par une nouvelle épidémie de choléra, alors que la situation humanitaire est déjà désastreuse. À Tawila, dans le sud-ouest du pays, la maladie se propage rapidement. Cette ville accueille plus de 500 000 personnes qui ont fui les combats depuis avril 2023. Le récit d'Emily Boyle. Affaiblis et déshydratés, ces patients souffrent du choléra, victimes d'une épidémie qui se propage rapidement dans la région. J'avais des vertiges et de la diarrhée. On m'a donc amené ici. Je me sentais un peu mieux, mais je suis retombée gravement malade en arrivant ici. Et je suis là depuis 4 jours. Tawila souffre de crises qui se superposent. La plupart des établissements de santé sont fermés ou détruits suite aux nombreux bombardements. Le camp a créé des conditions idéales pour la propagation de la maladie, notamment à cause de l'accès limité à l'eau potable, le manque d'hygiène, la faim et la surpopulation. Nous n'avons plus rien. Cela fait 6 mois que je mendie au marché et maintenant nous n'avons plus rien à la maison. Nous mendions auprès des voisins. Selon l'UNICEF, plus de 1180 cas de choléra et au moins 20 décès ont été signalés à Tawila. Le bilan est encore plus alarmant dans l'ensemble de la région du Darfour. Plus de 2000 cas et au moins 80 décès ont été enregistrés au 30 juillet. Au cours des derniers jours, le nombre de patients atteints de choléra a augmenté rapidement. En une seule journée, nous recevons 50 ou 60 patients. Certains cas sortent immédiatement après avoir reçu une solution de réhydratation. Parfois, les cas plus graves, nous les gardons pendant 72 heures avant de les laisser partir. Au cours des derniers mois, plus d'un demi-million de personnes ont trouvé refuge à Tawila, fuyant les violents combats à El Fachir. Une opération d'intimidation et de répression, c'est ce que dénonce le parti de Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire. 2 cadres du PPACI ont été arrêtés ces derniers jours, accusés de terrorisme, ce qui tend encore un peu plus le climat politique dans le pays, à 3 mois de la présidentielle. Les précisions de notre correspondante à Abidjan, Julia Guggenheim. Une information judiciaire a donc été ouverte contre Moïse Lida Kouassi, ancien ministre, et Boubacar Koné, ancien ambassadeur, tous les deux proches de Laurent Gbagbo. Ils sont accusés de complot contre l'autorité de l'État, entre autres, et d'actes de terrorisme en garde à vue depuis plus de 48 heures. Ils ont donc été placés sous mandat de dépôt. On leur reproche d'être les instigateurs d'un épisode de vandalisme qui s'est déroulé dans la nuit du 1er au 2 août dans la commune de Yopougon à Abidjan. D'après le procureur, je cite, pour créer un climat de terreur et intimider la population après l'annonce de la candidature du président à l'élection présidentielle. Un bus avait été incendié et une voiture de police attaqué. 11 personnes avaient, au lendemain de cet épisode, été interpellées, dont 6 militants du PPACI. D'après le procureur, l'objectif
initiale du groupe aurait été d'incendier des stations essence, mais aussi le siège local de la CEI et une partie des locaux de la mairie de Yopougon. Ce dimanche, le PPACI, qui avait tenu une conférence de presse, a dénoncé un harcèlement judiciaire et politique à l'encontre de ses militants et a nié toute implication dans l'incident de Yopougon. Dans le reste de l'actualité, réaction de Kigali après des accusations portées par le haut-commissaire de l'ONU aux droits de l'homme. Dans un communiqué, Volker Turk a déclaré que le Rwanda avait soutenu le groupe M23 dans des massacres perpétrés en RDC en juillet. Des tueries qui ont fait au moins 319 morts dans 4 villages du Nord Kivu. Le ministre rwandais des Affaires étrangères qualifie ces accusations d'inacceptables et de nature à remettre en question la crédibilité du haut-commissariat et sa méthodologie. Il faut défendre l'UGTT et ses valeurs. Le chef du principal syndicat tunisien s'est exprimé ce lundi, quelques jours après une manifestation devant son siège à Tunis. Un rassemblement soutenu par le président Kais Saied. L'UGTT est accusé de corruption par le pouvoir. À noter que ce syndicat a joué un rôle important dans le processus de transition démocratique en Tunisie après la révolution. Et puis l'Éthiopie devrait accueillir à partir de 2030 le plus grand aéroport africain. La Banque africaine de développement a annoncé qu'elle allait participer à hauteur de 500 millions de dollars à la construction du site. L'aéroport sera situé à Bishoftu, à 40 km d'Addis Abeba. Il devrait pouvoir accueillir à terme environ 110 millions de passagers par an pour un coût d'un peu plus de 8,5 milliards d'euros. Voilà pour l'actualité. En bref, au Niger, 4000 personnes ont été expulsées de chez elles. En cause, une grande opération de démolition d'habitations à Niamey. Les autorités affirment que ces structures ont été construites illégalement. Clémence Valère. Que ce soit à coups de pelleteuse ou à coups de marteau, ces habitations doivent disparaître. Elles ont été construites illégalement au cœur de la ceinture verte, une zone forestière longue de 25 km, censée protéger Niamey de l'avancée du désert. Pour les propriétaires qui ont acheté à prix fort leur terrain, l'ordre d'évacuer des autorités nigériennes leur laisse un goût amer. Le gouvernement nous a donné des préavis de 2 semaines pour quitter nos maisons que nous avons pourtant achetées et dont nous avons les papiers. Selon l'Institut national de la statistique du Niger, la population de Niamey est passée de 750 000 habitants à 1,5 million en 20 ans. Malgré les interdictions du gouvernement, des agences immobilières privées ont vendu des centaines de parcelles de terrain et d'habitations dans la zone verte. Ils ont coupé l'électricité et nous ont dit de quitter les lieux. Nous avons essayé de négocier. Nous avons réclamé des dédommagements, mais ils ont refusé. Le Front patriotique pour la souveraineté a appelé à des poursuites judiciaires contre ceux qui spoilent les terres publiques et a demandé au gouvernement de reloger les familles expulsées. On part maintenant à Nairobi, au Kenya. Les Kenyans qui affrontaient hier le Maroc en championnat d'Afrique des Nations. Ils se sont imposés 1-0. La rencontre a donné lieu à des débordements. Des supporters kenyans sont entrés illégalement dans le stade pendant le match. Alors quelles conséquences pour la fédération kenyane? Écoutez notre correspondant à Nairobi, Bastien Renouy. Ce lundi, il n'était plus possible d'acheter de tickets pour la rencontre qui aura lieu dimanche prochain entre le Kenya et la Zambie dans le stade de Kasarani à proximité de Nairobi. Cela fait suite à une décision de la Confédération africaine de football de momentanément suspendre la vente de ces tickets suite aux débordements qui ont eu lieu lors de la rencontre entre le Kenya et le Maroc. À 2 reprises, vous le voyez sur ces images, des supporters kenyans sont parvenus à entrer illégalement dans le stade, forçant la sécurité. Certains avaient des tickets, mais la majorité n'en avait pas. Ils sont ensuite allés s'installer dans les tribunes, parfois dans les escaliers, d'autres tout en haut des gradins et certains dans les tribunes réservées normalement à la presse. Alors que va-t-il se passer maintenant ? Eh bien, il y a un comité d'enquête de la CAF qui doit se réunir. Une enquête a lieu également. Il y aura très probablement une amende pour le Kenya qui avait déjà écopé d'une amende suite à la première rencontre entre le Kenya et la République démocratique du Congo. Déjà à ce moment-là, certains supporters avaient réussi à s'introduire illégalement dans l'enceinte. Le Kenya avait écopé de 20 000 $ d'amende. Mais la CAF avait prévenu en cas de récidive, eh bien, les sanctions seraient bien plus sévères. Il y a quelques jours, le président de la Fédération kenyane de football l'avait dit. Il craignait que de nouveaux débordements n'hypothèquent la suite de la compétition, voire même la Coupe d'Afrique des Nations qui doit être organisée en partie par le Kenya en 2027.
Le Grand Magal de Touba, cette célébration religieuse emblématique du mouridisme, aura lieu demain soir. Des millions de fidèles sont attendus à cette 131e édition. On va s'intéresser à un aspect méconnu de cette grande fête, le style vestimentaire mouride, avec comme véritable emblème de foi le bailahad. Aminatou Diallo et Sarah Sako sont allés à la rencontre des fidèles à Dakar. Fini les jeans et les t-shirts. Depuis des années, Daouda ne porte plus que des bailahad, une tenue ample, cousue sur mesure, qui tire son nom d'un des fils de Cheikh Ahmadou Bamba, fondateur de la confrérie mouride. Ce fidèle se prépare en vue du grand pèlerinage de Touba. Ma valise est prête. Il y a les habits que je vais mettre. Là, c'est les rassidas, les poèmes religieux que je vais réciter, les parfums, mon bonnet. Un temps critiqué pour son style, Daouda assume désormais fièrement ses choix vestimentaires. Quand tu t'habilles comme ça, les gens te respectent, te prennent au sérieux. Cette tenue te donne une image d'adulte respectable et ça te pousse à être responsable dans tout ce que tu fais. Le style mouride est devenu une référence au Sénégal et les boutiques spécialisées fleurissent. On a ce modèle Ndiaras avec son coffret. Turkin Jarem, Baye Souaibou, Baye Fall. Derrière ces noms, des modèles emblématiques de l'habillement de la confrérie. Un style vestimentaire porteur d'une identité culturelle. Les Européens ont leur style, les Italiens aussi, alors pourquoi pas nous? On veut que notre héritage soit visible, que quiconque nous voit sache qu'on est mouride. C'est essentiel. Au-delà du style vestimentaire, le mouridisme incarne pour ses adeptes une philosophie de vie fondée sur des valeurs spirituelles. La personne qui s'habille en mode mouride, c'est aussi une personne qui sera un exemple dans la société, sur le plan de la droiture, sur le plan de la dévotion, sur le plan du travail, sur beaucoup de plans. Le Magal de Touba, grand pèlerinage de la confrérie mouride, rassemble chaque année plusieurs millions de pèlerins. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur France 24.